Bonjour, c'est Isabelle Sansonetti. Bienvenue dans mon podcast Injonction et Bistouri. Merci, chère auditrice, chers auditeurs, de me prêter vos oreilles attentives. Pour cet épisode, je suis ravie d'échanger avec Charlotte Audureau, photographe, monteuse et mère de Raphaël, né avec une malformation faciale, une fente labiopalatine il y a 5 ans. Un événement qui a bousculé sa vie et qu'elle a mis en photo et en mots dans un très beau livre qui porte le nom de son petit garçon. C'est en l'écoutant en parler à la librairie L'Arabesque du 104 à Paris que j'ai eu envie de l'inviter à partager son histoire, leur histoire. Micro. Bonjour Charlotte Audureau. Alors tu as récemment publié un livre de photos et de textes qui documente les 3 premières années de ton fils Raphaël qui est né avec ce que la majorité des gens connaissent sous le mot de bec de lièvre. Quand as-tu découvert qu'il allait naître avec cette malformation ? Alors, on a découvert ça à mon 4e mois de grossesse. À ce moment-là, c'est pas des réponses qui sont 100% sûres. On dit, voilà, il y a une fente, donc on appelle ça effectivement des becs de lièvre ou même des gueules de loup. Et aujourd'hui, on trouve que c'est une appellation assez vulgaire et on utilise le terme plus médical qu'on appelle les fentes labiopalatines. Oui. Et donc à ce moment-là, 4e mois de grossesse, on dit voilà, il y a une fente. On pense qu'elle est de cette forme-ci. Alors dans le cas de Raphaël, plutôt lèvres et sûrement palais. Mais on ne le saura pas jusqu'au bout. D'accord. On ne le saura qu'à la naissance, véritablement. Okay. D'accord. Alors évidemment, c'est une annonce foudroyante. Dans ton livre, tu parles même d'état de sidération. Comment on fait après pour la suite de la grossesse, quoi ? Effectivement, en plus, je pense quand c'est une première grossesse, un premier enfant, on arrive de manière très naïve. Et puis tout d'un coup, on a des annonces comme ça qui nous enlèvent notre insouciance, quoi. Oui. Et notre innocence tout d'un coup, très vite. Donc très vite, on se responsabilise et on doit prendre des décisions sur des choses qu'on ne connaît pas. Donc on doit décider à quel hôpital on veut aller, vers quel médecin on veut se tourner. Et on n'a aucun comparatif, donc on essaye de se laisser guider. Mais il faut aussi faire confiance à ce qu'on sent. Donc si on ne se sent pas bien dans tel ou tel hôpital, il faut changer, quoi. Donc on essaye... Nous, notre règle, ça a toujours été de faire étape par étape, quoi. Oui, c'est ce que tu écris dans le livre. Étape par étape. Et on a eu beaucoup d'examens entre l'annonce à 4e mois et la naissance. Beaucoup d'examens, des amniosynthèses, beaucoup d'échos, une IRM même pour voir le cerveau de l'enfant, etc. Donc oui, parce on n'est que jamais tranquille. Pardon. Oui, parce que parfois, il y a des malformations associées qui sont plus lourdes, c'est ça ? Oui, tout à fait. En fait, dans le cas de Raphaël, c'est ce qu'on appelle une malformation isolée. Donc, il n'y a, entre guillemets, que ça. Et on va essayer de s'assurer qu'il n'y a que ça pendant le reste de la grossesse. Et donc, faire de tout le reste des examens pour vérifier qu'il n'y a aucun syndrome associé. Donc, il y a plein de syndromes associés. Il y en a au moins 300. Ah oui ? Oui. Donc les plus connus sont tout ce qui est trisomie, oui. Mais il peut y avoir d'autres syndromes du type Pierre-Robin, ou voilà, des choses qui nous sont majoritairement méconnues, mais qui existent, quoi. Et quand il y a un syndrome associé, on propose un avortement thérapeutique. Tout dépend si c'est incurable ou pas. D'accord. Il y a des enfants avec fente labiopalatine plus syndrome associé qui naissent et qui vivent. Oui, bien sûr. Ouais. Alors, on projette souvent une image de l'enfant à naître. Tu avais une image de... Je crois que j'ai pas réellement eu le temps de me faire une image. C'est-à-dire que l'annonce à 4 mois, elle est quand même assez tôt. Je crois que je me suis jamais imaginé une image de mon enfant, en fait. Durant cette grossesse, j'ai plutôt eu peur pour sa santé que pour son image. Oui. J'avoue que c'est pas quelque chose, je crois pas que ça soit quelque chose qui m'ait fait peur, quoi. Son apparence physique. Son apparence physique. T'avais pas une image de beau bébé comme ci, comme ça. Ouais. On m'a souvent effectivement parlé du deuil de l'enfant dit normal,
Mais ça, je crois que c'est pas quelque chose qui m'a... J'ai pas trop eu ce travail à faire, je crois. Après, je me suis aussi quand même beaucoup protégée parce que quand on apprend cette malformation, je ne regarde pas de photos. Oui. On me conseille de ne pas regarder de photos. Et tu as résisté. Tu avais envie de le faire ou pas? J'avais pas envie. Non. Justement, je n'avais pas envie de voir. Il y a plusieurs types de formes de cette malformation. Oui. Elles peuvent être toutes petites, elles peuvent être que la lèvre, elles peuvent être que la lèvre jusqu'au fond du palais est très large, comme le cas de Raphaël, mais elles sont très différentes. Les visages des enfants sont aussi très différents. Donc j'avais pas envie d'associer une image d'un autre bébé à celui de mon bébé. Bien sûr. Donc j'ai pas regardé sur Internet. Et je suis contente de ne pas l'avoir fait parce que quand on regarde sur Internet, c'est extrêmement alarmiste. Oui. Et on a des photos qui font quand même très peur, qui sont aussi souvent assez médicales et qui sont pas très joyeuses, quoi. Mon mari, lui, il en a regardé, il avait besoin. Oui. On avait des dessins, on nous montrait des dessins pour comprendre anatomiquement ce qui se passe. Oui. Et comment ce sera pris en charge par la suite. Voilà. Et quand même, au bout de 8 mois de grossesse, quand on arrive à l'hôpital Necker, quand on rencontre la chirurgienne de mon fils, là, elle me propose, est-ce que vous voulez voir une photo d'un autre enfant dont la fente se rapproche le plus possible de celle que sera celle de Raphaël. D'accord. Donc là, j'ai dit oui. Donc là, 8 mois, je me projette pour la première fois dans une image possible. Évidemment, c'est un choc. Évidemment, c'est particulier. Bien sûr. C'est très particulier. Il faut imaginer un trou, quoi. Oui. Faut pas avoir peur du mot. Une fente, c'est un trou entre la base de la narine, toute la moitié de la lèvre. Et donc, sur une image d'un petit bébé, ça prend beaucoup de place. Bien sûr. Donc, oui, c'est choquant, bien sûr. Mais bon, voilà. C'est comme ça. C'est comme ça. Oui, d'ailleurs, par ailleurs, dans le livre, tu dis que tu ne t'es jamais sentie aussi entière avec lui dans ton ventre. Oui, parce que ça n'a rien empêché à la connexion, quoi, avec lui. Et il y avait tout de suite ce truc de protection. Et quoi qu'il advienne, c'est mon fils. Et puis voilà, j'ai pas eu de peur de rejet ou de peur de... Je sais que ça arrive à certaines mamans, je sais que il y a même des culpabilités, des choses comme ça. Moi, ça n'a jamais été le cas. Ouais. Oui. Tu ne lui en as pas voulu et ça ne t'a jamais effleuré l'idée de ne pas poursuivre cette grossesse? Non, pas à 4 mois et quelques. Et non, et puis c'était tellement l'inconnu, on savait tellement pas ce que ça voulait dire. Par contre, si à l'amniosynthèse, on nous annonçait des choses assez terribles, de trisomie ou quelque chose comme ça, là où oui, on avait convenu avec mon mari sûrement qu'on interromprait, mais non. Alors, qui vous a accompagné, en fait, à qui vous l'avez annoncé, enfin, tu l'as annoncé, et... Tu parles de manière personnelle? Oui, voilà, autour de toi, tout le monde le savait, tu as eu envie de mettre des gens dans la confidence, ou c'est quelque chose que vous avez, avec ton mari, assumé tous les deux? On est des personnes on parle beaucoup, on a besoin, je pense, de beaucoup parler, donc on en a beaucoup parlé. Après, on était en cadre, c'était 2020, donc on était en confinement. Hein. Oui. Donc, ça s'est beaucoup passé en visio. Mais oui, on en a beaucoup parlé. Je pense qu'il y a eu des phases. Hein. Il y a eu des phases, bien sûr, de protection. Quand on attendait, par exemple, des résultats d'amniosynthèse ou des choses comme ça, où nous-mêmes, on s'est mis un petit peu en retrait. Il y a eu des moments où on n'avait plus très envie d'en parler. Mais en règle générale, on en a beaucoup parlé et on fait de la pédagogie. Hein. On fait de la pédagogie, c'est sûr. Et en même temps, nous, ça nous libère aussi d'en parler et d'essayer de faire en sorte que les autres, avec un grand A, enfin tout le monde puisse essayer de comprendre le maximum possible de ce qu'on est en train de vivre. Et
tant qu'on n'a pas vécu une situation, quelle qu'elle soit, on ne peut pas la comprendre, c'est normal. Oui. Mais on essayait de faire le plus de pédagogie possible. Et le livre, ça sert aussi à ça, quoi. Bien sûr. Et vous avez été accompagnée par le corps médical, bien entourée, bien accompagnée? Ouais. Pendant la grossesse, très compliquée. On a navigué entre plusieurs hôpitaux. On ne s'est pas senti très bien jusqu'à arriver à Necker, quoi. D'accord. Qu'est-ce qui était difficile dans ces autres services? Le manque de douceur et d'être englobé et de... On n'y connaît rien, on comprend rien, on n'a pas de comparatif, on connaît personne qui a ce type de malformation. Et donc on a été très bien suivi par le gynécologue qui a vu et décelé cette malformation, qui a fait une annonce absolument merveilleuse, très douce et qui nous a suivis ensuite. Mais tout le reste nous a pas trop plu, c'était très médicalisé, un peu froid, quoi. Oui. Okay. Et je leur en veux pas, c'est leur taf, et puis c'est le... Mais arriver à Necker, c'était le jour et la nuit, quoi. Oui. Et ça compte, et ça compte immensément, immensément. C'est pas pour soi, c'est pour son bébé, donc en fait, c'est... Necker, incroyable, suivi incroyable, et toujours depuis 5 ans, donc incroyable, une équipe incroyable. Ouais. Et alors, la fente labiopalatine, elle est relativement fréquente, c'est une malformation relativement fréquente. Dans ton livre, tu dis une naissance sur 700 environ en France. Ce que peu de gens savent, finalement, on n'en parle pas, puisque... Ouais, ça reste une maladie rare, mais dans les maladies rares faciales du visage, c'est les plus communes. Et puis c'est une malformation depuis la nuit des temps, connue depuis le Moyen-Âge. Et oui, c'est très commun, mais je pense que c'est un petit peu vicieux, entre guillemets, puisqu'on les répare facilement, comme diraient certains. Oui. Et que du coup, après, ça ne se voit plus ou presque plus. On décèle peut-être une cicatrice. Alors c'est vrai que les personnes qui ont été opérées il y a 40 ans, 30 ans, on les voit un peu plus que ceux peut-être d'aujourd'hui. Et encore, tout dépend de la forme, tout dépend comment ils ont été opérés, et par qui et à quel âge. Mais on voit une petite partie le haut de l'iceberg, quoi, mais on ne se doute pas de tout ce qu'il y a derrière. C'est ce que j'allais dire, c'est qu'en fait, on assimile ça à une malformation d'abord esthétique, mais on ignore très souvent ce que ça implique au niveau fonctionnel, et c'est loin d'être juste une malformation à corriger de manière esthétique. Tout à fait, ouais, tout à fait. Et ça, c'est vrai que souvent, ce qu'on entend, c'est ça, c'est waouh, on ne se rendait pas compte de tout ce qu'il y avait derrière. Ou alors, des personnes qui, assez maladroites, vont nous dire « Oh, bah ça va, maintenant, ça se règle facilement ». Et non, en fait, c'est vrai que là, Raphaël, il a 5 ans et demi, il va sur sa 4e opération. Il a été envahi dans sa bouche par des orthèses, des tubes, un appareil dentaire, un appareil du palais, 4 opérations. Enfin, c'est très, très lourd. C'est très lourd parce qu'en fait, effectivement, on corrige l'esthétique, mais on corrige surtout le fonctionnel. Bien sûr. On corrige, on répare de manière à ce que les troubles de l'alimentation, bucco-dentaire, ORL et de la parole soient le plus possible contrés. Donc ce sont avant tout des opérations fonctionnelles et qui, bien sûr, quand ils font les opérations aujourd'hui, ils essayent le maximum de faire que ça soit le plus beau possible, mais la mission première, c'est le fonctionnel, quoi. Bien sûr. Ouais. Alors, le jour de l'accouchement, pour en venir au jour de l'accouchement, quelle a été ta réaction ? Le premier regard, doit être bouleversant. Ouais, mon accouchement a été très long, il a duré 17 heures, donc il a fini en césarienne. Donc le contexte césarienne fait que j'ai vu Raphaël venir vers moi 3 secondes et puis ensuite il est parti. Mais du coup, effectivement, il est arrivé un peu dans les airs comme ça et on me l'a collé visage contre visage. Donc je vais pas te mentir en te disant que la première chose que j'ai vue, évidemment, c'est la fente, quoi. Bien sûr. Puisque on me l'a amené comme ça et on me l'a laissé 3 secondes et puis il est parti. Donc oui, c'est choquant. On va pas se mentir, c'est choquant.
Et après, quand je l'ai rencontrée, pour de vrai cette fois-ci, effectivement, j'ai vu la fente, mais elle s'est évaporée très très vite, quoi. Ouais. Au bout de quelques secondes et quelques minutes, on voit plus ça, quoi. Bien sûr. On le voit plus et on voit ses grands yeux qui étaient déjà tout ouverts et on rencontre la personne. Ouais, on rencontre le petit être et du coup, ça ne devient plus le sujet. Alors oui, ça devient le sujet sur plein de choses. Oui, parce que très vite, y a les difficultés d'alimentation. Tu ne peux pas l'allaiter, ce qui est une déception. Il faut faire une orthèse pour le palais parce que sinon, il ne peut pas téter. Enfin, il y a des tétines spéciales. C'est tout de suite, vous êtes tout de suite dans le vif du sujet. Tout de suite. On est tout le temps et tout de suite dans le vif du sujet. Et tous les jours est un combat pour qu'il s'alimente. Mais on va dire qu'on prend le taureau par les cornes, on y va, on fait ce qu'il faut pour qu'il puisse s'alimenter et après plus tard pour qu'il puisse parler, etc. Mais on va dire que physiquement, pour nous, la fente n'est plus un sujet et c'est marrant à quel point on la voit plus, quoi. Nous, on la voit plus. C'est ce que tu dis. En fait, toi, tu la vois plus. Mais c'est les autres qui te rappellent sa différence, parfois de manière, même souvent, j'allais dire, peut-être de manière déplacée, blessante et tout ça. Évidemment, puisque nous, c'est notre quotidien. Donc ça paraît fou de se dire que les biberons duraient 1h30, qu'on agrandissait les tétines en les faisant bouillir des heures et des heures, qu'on devait faire des trous au millimètre près dans la tétine, qu'on enlevait l'orthèse et qu'on la recollait tous les jours. Ça paraît fou, mais étant donné qu'on était tellement le nez dedans, c'était notre quotidien. Et donc, évidemment, les autres, encore une fois, les autres au sens large, nous le rappelaient. Parce que nous, on n'a jamais caché Raphaël. Donc, je dis ça parce que je sais qu'il y en a qui le font. Je sais que, et sans jugement aucun, chacun sa manière de faire. Aussi, ça dépend de où est-ce qu'on habite. Nous, en ville... on n'a jamais pensé une seule seconde qu'il fallait le cacher, quoi. Oui. Ce qui occasionne des réactions. Tu racontais le jour de la présentation au 104 que la grand-mère à la pharmacie là. Ah oui, c'est assez stupéfiant. On va à la pharmacie, petit, effectivement, toute petite poussette. Et les gens, par mignonnerie, vont se pencher sur le couffin, c'est naturel et la petite mamie qui se penche et qui tout d'un coup hurle et fait un bond en arrière parce qu'elle est surprise. Évidemment, ça fait mal au cœur. Bien sûr. Évidemment, mais qu'est-ce qu'on peut faire d'autre que d'être... on peut pas lui en vouloir, mais c'est où je me rappelle aussi de ce monsieur dans le bus qui pouvait pas décrocher le regard de Raphaël, quoi. Il pouvait pas, il était omnibulé par lui. Et Raphaël, lui, qui me regardait, à cet âge-là, il voyait même pas que ce monsieur le regardait. Et moi qui regardais le monsieur, et pour lui dire, monsieur, décrochez le regard. Ça devient un peu insistant, mais lui, il était même pas dans une curiosité mal placée. C'était juste que c'est surprenant et je peux le comprendre. Aujourd'hui, je peux le comprendre. À ce moment-là, je pense que c'est difficile, mais aujourd'hui je peux le comprendre. Justement, les bébés avant première opération, malformation très visible, esthétique comme ça, oui, c'est surprenant, bien sûr, évidemment. Donc tu as ressenti, tu l'écris dans ton livre, de la colère, de la tristesse. C'est difficile à gérer toutes ces émotions. Oui, il y a plein de phases différentes, beaucoup d'injustice, de pourquoi ça tombe sur lui. Beaucoup de colère, beaucoup de peur pour sa santé, mais en même temps beaucoup d'amour qui nous a sauvés à chaque fois, quoi. Et du coup beaucoup de force qui a émergé à chaque fois de jour en jour. Mais oui, c'est un mélange de beaucoup d'émotions. Ouais. Et peut-être cette peur aussi, parce que l'apparence physique est un tel sujet dans notre société que, en tant que mère, ça doit faire peur de se dire que ce petit garçon, il va être confronté au regard des autres plus que n'importe quel autre petit enfant de son âge. Donc ça, c'est compliqué. Ouais. Encore une fois, je crois que je me suis jamais trop dit ça. Parce que ma peur, elle était avant tout sa santé même que son esthétique. C'est-à-dire que même
avec sa fente, même avec ses cicatrices, je le trouvais beau. Donc je me posais pas cette question de me dire mince, peut-être qu'il va avoir, qu'il va se faire moquer, etc. Je crois que ça n'a jamais été un sujet pour moi. Et peut-être que c'est de la protection, hein, peut-être que c'est... Non, mais effectivement, et puis après, au fur et à mesure des opérations, il a eu des tubes, il a eu des cicatrices très visibles, des boursouflures, des endroits très rouges. Et donc évidemment, les gens posent des questions. Mais qu'est-ce qu'il a eu? Mais qu'est-ce qu'il a? Mais qu'il est tombé? Mais qu'est-ce que vous lui avez fait? Enfin, des trucs. Ah oui. Voilà. Et moi, je m'en suis toujours un peu foutue de ce genre de choses. Non, il est né avec une malformation, il ressort d'une opération. Ah oui. Je trouve que le plus dur n'a pas été ce moment-là, par rapport à l'esthétique même. Oui, bien sûr. Mais l'après, quand lui, il a commencé à avoir conscience du regard des autres et des paroles des autres, et non pas tant sur son physique que sur ses troubles de la parole, parce que lui, il a des troubles de la parole vraiment très conséquents. Et là, ça a été très dur. Et ça l'est toujours un peu moins, mais ça a été très dur. Oui. Le monsieur, il me comprend pas, ou la dame, elle se moque de moi, ou l'enfant là au parc, il dit qu'il comprend rien, que je parle comme un bébé. Enfin voilà, ça a été très dur. Ça le touche beaucoup. Ça le touche beaucoup. Et d'ailleurs, il devait, alors est-ce que c'est fait, je ne sais pas, est-ce qu'il devait être opéré justement pour pouvoir mieux prononcer? Ouais, il a eu une opération dite bonus pour aider ses muscles qui étaient trop courts, pour pouvoir mieux prononcer, parce que mécaniquement, en fait, c'était pas possible pour lui de prononcer des consonnes. Donc, il a clairement parlé que en voyelles jusqu'à bien 4 ans et demi. Il a eu une opération, je commence à me confondre dans les dates d'opération. À 3 ans et demi, il a eu une opération pour ça. Et c'est mieux. C'est mieux. C'est pas incroyable. Mais disons qu'il ne parle pas comme quelqu'un de normal. J'ai du mal avec ce mot. Mais il est intelligible maintenant. Il a 5 ans et demi. Il est plus intelligible qu'avant. Donc c'est plus facile quand même pour lui maintenant. Mais c'est son problème majeur. Voilà. Lui, par exemple... C'est vrai qu'esthétiquement, il est beau. Oui. Il a beau avoir eu une fente très large, il a été extrêmement bien opéré, et qui fait qu'esthétiquement, il n'a pas en plus à devoir subir les remarques des autres sur l'esthétique. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde, malheureusement. Il y a encore des enfants qui ont des muscles de telle manière, qui ont été opérés peut-être un peu trop tôt ou un peu trop tard, qui ont eu des suites post-opératoires qui font que telle et telle cicatrice fait que, ou telle forme du nez fait que. Lui, il a cette chance-là. Oui. Et tant mieux. C'est déjà un truc en moins, quoi. D'ailleurs, pour en revenir à la première opération, pour réparer, alors là, la fente labiale essentiellement, le jour de la présentation de ton livre au 104, il y a une maman qui disait que... elle avait eu du mal à reconnaître son bébé parce qu'il était réparé en quelque sorte. Et ça, c'est un passage qui est compliqué aussi quand, après la première opération, on voit son bébé, puisqu'on s'est tellement habitué qu'on ne voit plus finalement où est le problème quasiment. Tout à fait. Donc la première opération, c'est 4 mois et demi. Ouais. Voilà. Donc il est très, 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 très petit. Et on le récupère en soins intensifs. Hein. Donc il dort... Rafa, lui, il va dormir 3 jours. Enfin, il ne va pas ouvrir les yeux avant 3 jours. Hein. Ah oui. Donc, c'est... encore une fois, ils sont tous différents. Ils réagissent tous de manière différente. Et nous, en tant que parents, on est tous très différents. J'ai pas eu ce truc de je reconnais pas mon bébé. Oui. Mais j'ai beaucoup entendu parler de ça dans les groupes. On a des groupes d'entraide entre parents, que ce soit des questions techniques ou des questions émotionnelles, on va dire. Ouais. Et je l'ai entendu beaucoup, ça. Je n'ai pas reconnu mon enfant et il m'a fallu plusieurs jours, plusieurs semaines ou même plusieurs mois pour reconnaître mon enfant. Voire même, j'ai de la nostalgie de mon enfant tel qu'il était avant, tel qu'il était comme il est né. Moi, j'ai pas eu ça. J'ai surtout pas eu ça quand il a réouvert ses yeux. C'est pour moi, son point d'ancrage, c'est ses yeux. Ah oui. Voilà. J'ai pas eu ce truc-là et je suis contente de ne pas l'avoir eu. Par contre, c'est vrai que j'ai parfois un peu de nostalgie de ce qu'il était avant.
Parce qu'il il est né comme ça, quoi. Et pourquoi faut-il qu'il passe par tout ça et pourquoi voilà, mais c'est parce que c'est fonctionnel, fonctionnel. Oui, et puis pourquoi faut-il... c'est ça, l'injustice, c'est de se dire qu'un petit bonhomme comme ça, il doit subir toutes ces interventions, souffrir. C'est compliqué. Tu racontes ça dans ton livre. Mais tu racontes aussi qu'il y a des moments joyeux, des moments de partage très forts. Vous partez en voyage. Et puis le voir grandir aussi, c'est... Et c'est vrai que disons qu'on a le cul un peu entre deux chaises. C'est-à-dire que il a besoin de beaucoup de soins, il a 5 ans, il va sur 4 opérations, c'est beaucoup. La prise en charge, elle est intense. Mais il n'est pas considéré comme handicapé. Il a une vie et un développement dit normal. Donc on a une vie, on va dire, semi-normale. Oui. Et donc on oscille toujours entre des moments de soins intenses et plein de joie de vie, en fait. Heureusement, d'ailleurs. Et heureusement. Mais ces moments, justement, de soins et de peur, etc., et de combat, en fait, mutuel ensemble, fait que la petite bribe de joie est immense pour nous. Oui. Il rit aux éclats tout le temps et il est extrêmement joyeux. C'est un enfant extrêmement joyeux. Donc c'est magnifique à voir. Oui. De pas voir un enfant qui se replie, parce que ça pourrait arriver. Bien sûr. Donc ça, c'est merveilleux. À quel moment vous avez décidé de lui apprendre le langage des signes ? Assez tôt, j'ai l'impression, parce que je crois qu'il est petit. Il y a une photo de lui qui signe l'arbre. L'arbre, ouais. En fait, c'est vrai que pendant grossesse, début, et quand il est petit, je n'avais pas conscience que, par exemple, le trouble du langage, de la parole, pouvait être quelque chose. Pour les enfants avec Fante. Ça, j'avais pas assimilé. Réalisé. Je le comprends quand il a genre 8 mois. Je me dis, ça existe, apparemment ça existe. Et je me dis, ok, on sait pas si ça arrivera, parce qu'à cet âge-là, on sait pas si c'est son cas ou pas. Tant pis, on va se donner tous les moyens au cas où. Oui. Et donc, je commence à faire la langue des signes, par là, à 8 mois, 1 an, quoi. D'accord. Avec les trucs très basiques, manger, de l'eau, bain, voilà, le truc basique. Et puis, au fur et à mesure, très vite, en fait, 1 an et demi, on se rend compte que ça nous est extrêmement utile et que surtout, on ne comprend rien à ce qu'il dit. Oui. Donc, en fait, nous demander de l'eau avec le signe ou nous demander encore, et ça devient absolument essentiel. Donc, ça nous a sauvés. Ça nous a sauvés entre 1 an et 2 ans et demi, au moins. Oui, parce que c'est là aussi où lui, il commence à comprendre qu'il n'est pas toujours intelligible et que ça doit le mettre en colère. Qu'il n'est jamais intelligible. Donc, avec nous, c'est super parce qu'il a ces signes essentiels et plus on avance, plus on en a des nouveaux, comme l'arbre, l'oiseau, etc. Ou les émotions, la peur, etc. Il peut nous dire qu'il a peur. Et alors, c'est un langage des signes entre vous ou c'est le langage des signes officiel ? Non, c'est le langage des signes officiel de la langue des signes française. D'accord. Même pas simplifié bébé, qui est la langue des signes officielle. Le problème, c'est que personne ne le connaît. Ben, c'est ça, oui. La crèche, personne ne le connaît. Donc, on arrive au fur et à mesure où on devient des traducteurs et où il ne peut pas se passer de nous en termes sociaux. Donc ça commence ça crée une dépendance, évidemment. Oui. Mais en même temps, il lâche pas le truc. Et puis de toute façon, il va toujours réussir à se faire comprendre en montrant et ou en s'énervant. Parce que ça, c'est sûr que ça a créé immensément de colère et immensément de frustration. Ça, c'est certain. Il y a eu des moments extrêmement durs, extrêmement longs de frustration. Comme on imagine chez beaucoup d'enfants à ces moments clés où il y a ces moments où ils commencent à parler et les autres ne comprennent pas, mais qui généralement chez les enfants est assez petit. On va durer 6 mois, et puis après ça passe, parce que ça évolue. Chez lui, ça n'a jamais évolué. Bien sûr. Ou évolué très, 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 très lentement. Ouais. Donc, malgré tout, vous avez eu envie de le mettre à l'école maternelle publique. Eh ben oui, ça, je pense que ça va avec la même chose que le fait de ne pas le cacher, entre guillemets, au début.
c'est que... Qu'il ne soit pas considéré du fait de sa différence. Oui, et pourquoi le protéger de toute façon, il va être obligé de se confronter à la vie et aux autres dans la vie. Pourquoi le mettre dans une bulle Et puis il était déjà à la crèche, ça se passait très bien, il avait ses copains à la crèche, tous ses copains allaient à la même école. Oui, donc c'était évident en fait. C'était évident. C'était la suite. Oui, donc il y est allé. Je dis pas que ça a été très dur. Je pense que de toute façon pour tous les enfants, première petite section, c'est très dur. Oui. Ça a été très dur parce que le langage, hein. Parce que le langage. Tu disais qu'en fait, en début d'année, tu vas expliquer, en fait, c'est avec la maîtresse, c'est ça, tu expliques. Enfin, je dis la maîtresse ou le maître. Hein, oui, pédagogie, pédagogie plus, oui, il faut le maître, la maîtresse, la directrice, il faut absolument tout expliquer. Et qu'ils nous disent dès qu'il y a quoi que ce soit, parce que lui, il va à l'école prendre sur lui. Beaucoup, et puis après il va tout décharger le soir de manière très intense. Mais oui, et puis les maîtres, les maîtresses, enfin tout le monde, il y en a plein qui ne savent pas, qui connaissent pas, donc évidemment il faut faire de la pédagogie. Oui. Ouais. Pour qu'aussi ils soient présentés aux autres enfants, mais peut-être entre enfants, ils se débrouillent, hein, souvent les enfants, non ? Ils se débrouillent, oui, ils se débrouillent. Il ne faut pas non plus qu'on surprotège et qu'on suranalyse tout. Oui. Mais il a eu surtout sa super copine Thaïs, qui l'a toujours et qui a été sa traductrice très longtemps. Ouais. Impressionnant. Elle comprenait tout, ou alors elle comprenait pas, puis elle disait oui, Raphaël, oui. et voilà, et elle l'a beaucoup protégé avec les autres. Et elle le protège toujours beaucoup, ils sont toujours très ensemble, ça a créé des liens impressionnants. Ouais. Ça, c'est fou quand même. C'est chouette. C'est magnifique, ouais. Toi, la naissance de Raphaël, sa venue au monde, est-ce que ça a changé, toi, le rapport que tu as avec ta propre apparence physique? Et d'ailleurs, quel est-il? Et est-ce que tu as pu être complexée? Ou est-ce que tu as un rapport à l'apparence physique qui est plutôt à distance? Moi, j'ai un rapport à l'apparence physique très, très simple. J'aime tout, quoi. J'aime tous les corps. Je travaille beaucoup avec le corps aussi. De base, en photographie, je travaille beaucoup avec le corps. Je travaille beaucoup avec les danseurs. Et justement, avec la danse, on est très normatif, hein, justement. Oui. Mais j'adore observer les corps. Je pense pas être très normative, moi. Oui. Donc, je pense pas que ça ait changé mon appréciation de ma propre image. Par contre, je pense que je suis encore plus compatissante, encore plus empathique envers toutes les personnes, on va dire, du quotidien, qui auraient un besoin. Je parle, je sais pas quoi, dans le bus, dans le métro, ou dans la rue, ou quelqu'un qui est en difficulté parce que je sais pas, parce que sa jambe, parce que sa grosseur, parce que je ne sais quoi. Je pense que je suis encore plus à l'écoute et encore plus à l'affût de qu'est-ce que je peux faire pour aider telle ou telle personne à ce moment-là. D'ailleurs, tu as participé à la réalisation, ou en tout cas d'un documentaire qui s'appelle Les corps gravés, donc sur justement des personnes qui étaient nées ou qui avaient subi des accidents qui avaient fortement impacté leur corps. Ça, c'était après déjà la naissance de Raphaël. Mais c'est vrai que j'allais te poser la question. J'ai vu sur ton site que tu as ce travail sur le corps, l'image des corps, le corps en mouvement, le corps qui souffre et tout ça, c'est présent même bien avant la naissance. Même bien avant, oui. Il n'y a pas de hasard dans la vie, je crois. Mais c'est marrant que tu parles de Nos corps gravés, qui est donc un documentaire très beau de Morgane Doche. Tu l'as regardé? Bien sûr. Très, très beau. Et Morgane, elle déboule dans ma vie quand je suis enceinte de Raphaël. Et c'est très beau, quoi. Et en fait, je trouve que les difficultés du corps, elles sont magnifiques, quoi, si elles sont transcendées. Si elles sont mises en images, ou si elles sont mises en mots, ou si elles sont... prises en compte, en fait. Voilà, tout à fait, prises en compte. Et ça va avec le fait de se dire, si on partage nos histoires, de quelque manière que ce soit, on les rend plus belles. Et on rend nos histoires plus belles et on rend nos corps plus beaux. Il y a aussi un livre très beau de Baptiste Beaulieu qui est aussi pour les enfants, hein, qui s'appelle Les gens sont beaux.
C'est un papy qui explique à sa fille, moi je connais un peu tout le monde dans ce village et je vais te montrer plusieurs corps, quoi. Et c'est un peu des corps cassés, des corps pas normatifs, et qui explique l'histoire de chaque personne. Ouais. Et que si on va chercher chaque histoire de chaque personne, ces corps sont beaux. Oui. Et c'est ça que je trouve merveilleux, moi. C'est d'en déceler la beauté et la force. Donc, toi, tu ne te regardes pas différemment aujourd'hui quand tu regardes dans ton miroir et peut-être tu passes pas beaucoup de temps devant le miroir. Non, pas beaucoup, non, j'avoue que pas beaucoup. Non, pas beaucoup, ouais. Et mais c'est intéressant parce que comme quand même on est dans ce podcast qui est très, qui rapporte aussi la relation qu'on peut avoir par rapport à son apparence physique, puisque cette relation aussi, elle conditionne notre relation aux autres. Mm-hmm. C'est pour ça que moi, je questionne tous ces paramètres. Et avec tout ce que tu as vécu en tant que mère et femme, est-ce que toi, tu penses qu'un jour, tu pourrais recourir à la médecine ou à la chirurgie esthétique, ou tu es au milieu de ça et J'en sais rien. Je pense qu'on évolue tous et qu'on ne peut pas trop savoir ce qui arriverait. Moi, je suis quelqu'un qui fait beaucoup de sport et donc j'ai toujours eu cette confiance de me dire de toute façon, je ferai toujours beaucoup de sport, j'aurais pas besoin. Mais c'est vrai que je vois les petites premières rides arriver et que je me dis ah merde. Mais je pense pas, non pas parce que j'aimerais pas améliorer telle ou telle chose, ouais, mais parce que je suis pour la nature, quoi, on va dire. Tu es pour accepter, mais en même temps, j'allais dire, c'est une question que j'allais te poser. Tu as un chapitre dans ton livre, accepter, et finalement, tu te dis, non, moi, je ne veux pas accepter. Alors, ce que tu ne veux pas accepter, en l'occurrence, c'est peut-être la situation, enfin, en tout cas, la façon dont on te présente la situation avec ton fils. Mais ce mot accepter, qu'est-ce qui... C'est essayer de ne pas lutter, finalement. Accepter, c'est essayer de ne pas lutter, moi, je crois. Voilà. Je crois que c'est à peu près lâcher prise, et en même temps, tu peux pas tout à fait lâcher prise, puisqu'il faut continuer à se battre. Oui. Il faut continuer à être... Après, je suis bélier, quoi. Moi, je suis un peu... je suis un peu rentre dedans. Il faut que... Puis accepter quoi ? Enfin, accepter les remarques c'est ce qu'on des te uns demandait. et des autres. Voilà, c'est ce qu'on te demandait d'accepter. Qui te le demandait, d'ailleurs ? Ou c'est toi qui te disais par moment, en fait, il faut que j'arrête de me mettre en colère, ou il faut que je laisse aller justement certaines remarques blessantes, parce que finalement, les gens, peut-être qu'ils ne le font pas spécialement exprès, ou c'est ça. Même toi, tu t'es peut-être dit à un moment, je dois accepter, et puis finalement, non. Ouais, je dois accepter quoi et pourquoi. Enfin, c'est vrai qu'on est beaucoup dans une époque... où on dit la résilience, accepter. Non, j'ai le droit de dire que je suis en colère, j'ai le droit de dire que en fait, je ressens de l'injustice, que pourquoi ça tombe sur lui, et puis accepter quoi ? Ça veut dire quoi en fait, accepter ? Ça veut dire lâcher prise, mais lâcher prise de quoi ? Je suis bien obligée de me battre encore tous les jours. Donc je crois finalement... que accepter, c'est juste... la vie est telle qu'elle doit être. Maintenant, je me donne tous les moyens pour que ça soit la moins douloureuse possible et la plus joyeuse possible. C'est ça ma mission, en fait. Ouais. Pour lui. Pour lui et pour moi. Ouais, pour toi, bien sûr. Et j'ai pas peur de dire aussi pour moi. Bien sûr, non, évidemment. Ouais. Ouais. Mais c'est pour ça que je revenais sur ce mot accepter, parce que tu dis je suis plutôt nature et tout ça, mais avec le temps qui passe, accepter de vieillir ou pas. Oui, tout à fait. Ou pas. Et tu sais pas. Oui, tu complètement. Sais pas, et tu sais, c'est pour ça que j'ai commencé à te dire, ça se trouve, j'en sais rien. Oui. Moi, je suis très nature, mais ça se trouve, en fait, ma ride ou je sais pas quoi, ou mon sein, ça me plaira pas, j'en sais rien. Ouais. Je laisse. Et j'avoue que je suis tolérante sur ça, sur les autres encore, tu vois. Je trouve ça OK de me dire OK, qu'est-ce qui te va pas et pourquoi Et ça se trouve, ma ride ne m'ira pas, j'en sais rien. Étape après étape, encore une fois, quoi. Devise. Et alors, sur ce chemin de maman d'enfant avec une malformation au visage, qu'est-ce qui t'a aidé tout au long ? Est-ce que c'est ton entourage, de lire, ton métier, de continuer à travailler, de se rapprocher de parents
qui vivaient la même chose que toi? Beaucoup de choses. Déjà, le fait d'être très soudée avec mon mari, oui. C'est la première chose. Bien sûr. C'est le fait d'être une équipe. Et ça, c'est absolument essentiel. J'ai souvent pensé aux mamans seules. Ouais. Je me suis dit, mon Dieu, quelle épreuve. L'entourage, bien sûr, immensément, les amis, la famille. Il y en a qui ont des mots plus justes ou plus doux que d'autres. C'est normal, on est tous différents. Mais bien sûr l'entourage. Et écrire et photographier, quoi. Ouais. Photographier, je m'en suis rendu compte après, mais photographier, justement, m'a permis d'être vraiment dans la réalité et d'éviter le vertige, quoi. Ouais. Le vertige que c'est, parce que c'est un vertige. Donc voilà, mettre mon viseur sur la réalité m'a permis de comprendre ce qu'on était en train de vivre. Ouais. Et on peut quand même continuer à exercer son métier, ou est-ce qu'il y a des moments où on n'a même plus le temps Et oui, du coup, bien sûr que moi j'ai eu envie de reprendre à travailler très très vite. Oui. Donc je suis photographe, mais je suis aussi monteuse. Je travaille dans le cinéma, donc on est intermittent. Donc en fait, il y a des moments où on travaille, des moments où on ne travaille pas. J'ai eu besoin de très vite travailler, j'avais besoin de voir autre chose. Oui. J'avais besoin de faire autre chose et de ne pas dédier ma vie que à Raphaël. Donc oui, j'ai retravaillé assez vite. Par contre, il y a toujours ces moments d'opération et de post-opératoire où on ne travaille pas, évidemment, ouais. et on sacrifie notre travail à ça, et c'est comme ça. Oui. C'est comme ça. Donc il y a des moments, il y a des années plus calmes que d'autres, et il y a des années où on peut se consacrer plus à autre chose, et des années où on se consacre à ça, et c'est comme ça. Et la part de discuter avec des parents qui vivent la même chose que vous, ça aide beaucoup, ou c'est ponctuel, c'est de temps en temps? C'est ponctuel. Moi, c'est arrivé assez tard de rentrer dans des groupes. On a un gros groupe Facebook où on se pose des questions, tant techniques que émotionnelles. Oui. Moi, c'est arrivé assez tard. J'avais pas envie d'être trop confrontée aux autres dans la même situation. Des autres. Ouais. Mais j'adore parler avec les mamans ou les papas dans les salles d'attente à Necker. Ouais. Ça, je trouve ça, voilà, c'est concret. La personne est à côté de nous. Et après, maintenant, je suis passée un peu plus de l'autre côté. C'est plutôt moi qui aide les autres avec les premières opérations, etc. Quand il y a des questions, je fais part de notre vécu. Et voilà. Et encore une fois, on a tous des manières de fonctionner cérébralement différents. Et les enfants sont tous différents, et les parents sont tous différents, et les prises en charge sont différentes. Et donc voilà, c'est des échanges qui sont... Oui, qui aident. Qui aident, énormément, c'est sûr. J'imagine. Il y a juste un truc que je voudrais rajouter, c'est qu'il faut bien comprendre la chance qu'on a d'être en France et des soins que l'on a, car cette malformation dans d'autres pays peut ne pas être prise en charge. Donc, et ça peut être très compliqué dans d'autres pays. Bien sûr. Il y a justement souvent des missions de chirurgiens réparateurs qui partent... Tout à fait. Donc en Afrique, par exemple, ou en Amérique du Sud, oui. Où il y a un très haut taux. Je crois que le plus haut taux, c'est au Venezuela. Ah oui. Il me semble, je ne veux pas dire de bêtises. Donc, il y a des enfants qui, s'ils arrivent à vivre, puisque fonctionnellement, il faut pouvoir s'alimenter, donc là, on parle de vital quand même, Bien sûr. sont opérés très tard, à l'adolescence même. Ah oui. Ou à l'enfance, 5 ans, 6 ans, les premières opérations que nous, on a à 4 mois. Donc, c'est là qu'on se rend compte qu'on a un système de santé incroyable. Oui. Et que si ça vous arrive ou arrive à quelqu'un de votre entourage, il faut absolument aller... Il y a 11, si je dis pas de bêtises, 11 centres en France dans les hôpitaux publics qui sont référencés pour cette malformation. Il ne faut pas aller n'importe où. Il faut regarder MAFAS, qui est des centres qui sont référencés parce qu'ils ont été formés pour faire ces opérations-là pour cette malformation-là. Cette prise en charge. Oui. Donc on mettra sans doute le lien, en fait. On pourra mettre le... Et comment tu as rencontré le professeur de Vauchel qui préface ton livre? Oui, le professeur de Vauchel, grand monsieur. C'est la filière tête et cou
qui donc est une filière qui recense et qui travaille tout autour de toutes les malformations de la tête et du cou, qui a soutenu mon livre et qui, quand je cherchais quelqu'un pour la préface, m'a dit « Oh, professeur de Vauchel ». Alors, je suis allée voir le professeur de Vauchel qui est à Amiens et qui s'avère finalement aussi être qui a été le maître de chirurgie de la chirurgienne de mon fils. Ah oui. Voilà, d'accord. et que j'ai appris après ça. Voilà. Ouais. Alors, comment va Raphaël aujourd'hui ? Ça va, il se développe très bien, il est plein d'énergie, il est en grande section, la parole ça va mieux, ça s'est un peu décanté, mais c'est pas non plus incroyable. Hein. Il faut se dire que jusqu'à 9-10 ans, ça va être compliqué, quoi. Mais il va passer au CP. Il va passer au CP, tout va bien en termes d'apprentissage, tout va très bien. Il est très vif, il est très intelligent, il est très sensible. Il a un peu moins de colère quand même, qui va justement avec les évolutions de langage. Mais voilà, là en ce moment il a un appareil au palais, donc c'est compliqué, ça le tend évidemment. Il a une 4e opération là au mois de juin qui tend à faire la greffe osseuse de la mâchoire. Donc c'est la dernière opération de reconstruction. D'accord. Puisque là c'est l'os de la mâchoire, donc on va chercher de l'os, de la poudre magique, comme dit la chirurgienne, dans sa petite hanche, qu'on va lui mettre dans sa mâchoire. Voilà. Actuellement, sa fente, il ne reste que la mâchoire qui est encore ouverte. D'accord. Qui est d'ailleurs la seule chose encore esthétique que lui voit, que lui commente. Genre, j'ai le trou là, j'ai la dent qui est de travers à cet endroit-là. Pourquoi ma copine, elle n'a pas comme moi ? Oui. Est-ce que là, ma dent, elle est tombée ? Voilà, ça, c'est quelque chose qu'il remarque. Ça, oui. Donc, on va corriger la mâchoire et après, s'il y a des dents qui manquent, on en remet des... Ah ouais, là, il va y avoir un bazar dedans. Ouais. Là, je ne sais pas trop encore ce qui va se passer. Est-ce qu'il peut, ça, contribuer après à faciliter l'élocution ? Dans tous les cas, tout ça, ça aide à l'élocution, ça c'est certain, parce qu'il y aura moins d'air qui passe par le nez, par exemple. Donc, le fait de fermer, forcément, ça aide. Après, il n'y a pas que ça, il y a aussi les positions de langue, il y a aussi les muscles à l'intérieur. Bon, c'est une grande complexité, de toute façon. C'est très complexe, ouais. Alors, on arrive à la fin de l'interview. Est-ce que tu as envie d'ajouter quelque chose, Charlotte ? Merci, parce que je trouve que on est évidemment dans une niche, comme un peu je te disais, c'est-à-dire que faire un livre photo, c'est déjà une niche. Travailler sur ce sujet, c'est une double niche. Donc je trouve ça très important, en fait, de pouvoir en parler. Voilà, que la parole s'ouvre à d'autres personnes, pas forcément du tout concernées par cette malformation. Parce que oui, je pense que partager, ça nous unit, ça nous aide à nous comprendre et à nous humaniser. J'aime dire ça parce que ça nous rapproche des uns et des autres, de comprendre ce que vivent les uns et les autres. Et c'est important, quoi. Donc merci. Alors, j'ai une question rituelle à la fin de chaque épisode. Tu aimerais vieillir comment ? Avec une certaine tranquillité. Voilà, avec certaine tranquillité, de la paix, quoi. Et au plus proche de la nature. Ouais. et avec beaucoup d'amour. Ouais, j'aimerais vieillir comme ça. Pour que les rides aillent vers le haut. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup Charlotte d'avoir partagé avec nous ton expérience de mère, ton regard de photographe sur le corps, la différence, la beauté et ton engagement pour une société plus inclusive. Chère auditrice, chers auditeurs, j'espère que vous avez apprécié cet épisode et que vous le partagerez autour de vous. J'attends votre commentaire, une question ou toute autre remarque sur mon compte Instagram Injonction et Bistouri. N'oubliez pas bien sûr de vous abonner et de mettre 5 étoiles sur votre plateforme préférée. C'est précieux pour augmenter la visibilité et les écoutes de ce podcast indépendant. Allez, je vous laisse. Prenez soin de vous. Et à vos écouteurs dans quelques semaines pour un nouvel épisode sans retouche.